Je vais vous présenter un DevOps Lab. Je pense qu'avec le numéro que j'ai, je suis le troisième de l'année. C'est bon, ça fait faux. Sur l'exploration de données, donc de la récolte, l'analyse et le partage. Donc, fait conjointement avec la DSI. Pour ma part, pour ceux qui ne connaissent pas, je travaille au SMP, à la DGDPS, service de management des projets. Dans ma vie professionnelle, je suis administrateur fonctionnel des outils projets. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tu vas voir. Pourquoi c'est interdit? Il fallait que tu viennes, c'est pour ça. C'est pas du dev, c'est du code, c'est pas du dev. Donc, des petits éléments de contexte, pourquoi notamment je suis ici, donc ça va peut-être répondre à ça, est-ce que je fais du dev ou pas. Les outils qui ont été mis en œuvre, donc la stack, et la partie la plus intéressante, la démo. Par la suite, normalement, on devrait avoir assez de temps pour répondre à vos questions, enfin pour essayer d'y répondre en tout cas, et on va faire un petit peu tout ça en live. Donc un petit peu de contexte, l'année dernière à l'OPT a été mis en place une sélection pour mener à une formation à l'IA. Donc à partir de septembre, la formation à l'IA en fait consistait à se former pour cadrer des projets IA. Ce n'était pas une formation pour apprendre à faire de l'IA, mais comment on sélectionne un projet de l'IA, comment on le pitch, comment on le vend. Ça s'est terminé en Côte d'Ire en décembre, et le projet que j'ai pitché a été sélectionné, donc je l'avais pitché avec Lauriane Lupi du marketing, et qui était donc sur la segmentation client sur la base des données téléphonie fixe, Phonis pour ceux qui connaissent le nom de la gamme. Et donc le Codir nous a donné un go pour faire cette expérimentation pendant 3 mois, donc sur le premier trimestre 2022, où on a récupérer de la donnée, travailler sur la donnée, fait de la segmentation, produit des jolis graphiques et même un petit service web. Ça, c'est pas tout à fait l'objet de la présentation aujourd'hui, mais c'est pour ça que je suis là, parce que Adrien était un petit peu embarqué avec nous au niveau des solutions technologiques pour savoir si ça pouvait être interopérable avec ce qui se fait à la DSI. Et donc, suite à ça, il m'a contacté parce qu'il y a une API Domain NC qui a été mise à disposition, notamment avec de la donnée brute sous la forme CSV. Et il voulait voir comment on pouvait, en collaborant, travailler sur la donnée de manière rapide. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous restituer ça, ce petit travail sur la donnée, donc la présentation et les intérêts de la démarche. C'est bien de savoir qu'il y a des implémentations concrètes de l'IA, parce que quand on dit que le PT allait faire de l'IA. Alors là, aujourd'hui, on ne va pas parler d'IA, mais on va parler des implémentations derrière. Il y a 2 expérimentations qui ont été sur lequel il y a eu un go par le CODIR l'année dernière. Il y a cette segmentation des données clients fixes et il y a de la prédiction sur des pannes sur les BT, donc les bâtiments techniques pour le télécom. La segmentation client, c'est quelque chose qui était en interne, qui a été développé en interne. La prédiction de panne sur les bâtiments techniques, c'est quelque chose qui est sous-traité avec une société de métropole. Plus ça comme prédiction de trafic, en fait, le volume de trafic. Alors, c'est quand est-ce que ton bâtiment technique va tomber en panne d'énergie, grosso modo. Quand est-ce que ta clim va te lâcher, voilà, parce que tu n'as plus de batterie, parce que tu as des conditions météorologiques qui font que, etc. Bon, ça, c'est la première partie, c'est la partie un peu technique qui a été utilisée par Olivier. Et il y aura la deuxième partie, comme je l'avais dit, celle-là où Olivier apportera plus la partie IA, segmentation client, et vraiment on rentrera plus dans le vif du sujet. Comme ça permet de faire des sujets un peu plus light. Dans une deuxième présentation. Voilà. Après, vous allez voir, si vous participez aux deux, que d'un point de vue outils mis en œuvre, etc., on est sur des choses qui sont relativement proches. Donc, je vais vous présenter rapidement la stack que j'ai mis en œuvre dans le cas de ce petit POC. Donc là, on est sur Domain NC, on n'est pas sur l'expérimentation IA. Donc déjà, de l'intérêt d'avoir des données accessibles et au format standard, donc qui sont aujourd'hui au format CSV. Dans la stack que j'ai utilisée, c'est 2 lignes de code pour charger la librairie. J'ai compris. Ça arrive juste après. 2 lignes de code. Et l'avantage du standard, c'est que j'ai rien à préciser sur le format du CSV qui est attendu, les séparateurs, je sais pas, l'encoding ou quoi que ce soit d'autre. C'est mis en standard, donc c'est un gros gain de temps. Après, la stack que j'ai utilisée, alors
voyez pas toutes les icônes parce que normalement le fond est bleu, hein. Pour ceux qui sont en Teams, vous voyez bien le fond bleu. Nous, on a un fond noir. Donc, je peux vous assurer que le panda en bleu sur bleu, ça ne se voit pas. Donc, les trois outils principaux que j'ai utilisés au niveau de la stack, c'est du Python en termes de langage de programmation, la librairie Panda, parce que c'est celle qui est la plus utilisée dans tout ce qui est data science et qui permet de charger des données, de travailler sur des données majoritairement tabulaires. À l'intérieur, on peut avoir n'importe quel type de données. Donc ça, c'est très bien. Et Jupyter, je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça permet de faire de l'expérimentation et faire de l'incrémental très facilement en développement. Donc on va voir ça sur la partie live juste après. En termes d'outils, parce que on développe pas dans Notepad, on développe plus dans Notepad ni dans VI. Alors là, vous devriez voir une icône GitHub, mais vous la voyez pas pour ceux qui sont présents. Donc les outils, c'est GitHub, parce qu'on m'a fourni un projet déjà sous Git, donc je l'ai réutilisé. Visual Code, qui s'intègre très bien avec toute la stack Python, etc., et qui, je crois, est utilisé aussi en interne, qui est gratuit, donc on ne va pas s'en priver. Google Colab, on va le voir par la suite. Et après, qu'est-ce que j'ai aussi utilisé et qui permet de faire plus de l'industrialisation et du partage? Il y a trois choses. Donc, tout ce que j'ai utilisé peut être mis dans des Docker. Donc, d'un point de vue déploiement, intégration continue, ça peut être facilité. Et après, j'ai utilisé, on va le voir à la fin, une librairie qui s'appelle Mercury, qui se base sur Django pour faire du partage rapide. Donc, Django, c'est un web server, grosso modo, en Python, qui est très utilisé, c'est pas le web server le plus utilisé, mais qui est très utilisé. Voilà pour toute la stack qui a été utilisée. Alors, ce que je vais vous présenter, le premier format, c'est 18 lignes de code, 30 minutes, grosso modo, de développement. Pas la version que je vais vous montrer, parce que j'ai rajouté des commentaires, etc. Mais c'est pour vous dire que c'est très rapide. Et pour la version complète, il faut compter à peu près 2 heures. Ça me prend 3 ou 4 fois plus de temps de mettre en forme, de venir vous le présenter, etc., que de le développer, parce que c'est des choses qui se font très vite une fois qu'on a la maîtrise de la stack. De la maîtrise de Python. Oui, je ne compte pas de mon temps de monter en compétence sur ce que je vous ai présenté, sauf le dernier élément, je vais revenir quand je le montrerai en live, qui est Mercury. Tout le reste, c'était des outils que je maîtrisais. En 2 heures, en 30 minutes, on n'apprend pas Python. On n'apprend pas un langage de programmation en 30 minutes. Ou alors on est très près. Donc, on va passer sur la démo live. Le GitHub est disponible là. Tiens, je n'ai pas, j'ai pas fait une URL. Alors, on va passer directement. Donc, pour les développeurs, ils vont reconnaître le Visual Code, grosso modo. Alors, pourquoi Visual? Parce que c'est gratuit, parce que il y a autre chose aussi qui est derrière, c'est que Visual, c'est Microsoft. En choisissant de faire du Python, il y a 5 ans, on n'aurait pas pris du Microsoft. Aujourd'hui, on prend du Microsoft. Il faut savoir que Microsoft est un des plus gros fournisseurs de code pour Python aujourd'hui. Ils se sont énormément tournés vers l'open source. Des meilleures preuves, c'est qu'aujourd'hui, ils embauchent celui qui a créé Python dans les années Guido van Rostrom, un néerlandais comme on aime bien les appeler. Voilà, donc c'est lui et il bosse sur Python, sur le cœur du langage chez Microsoft. Donc tout ça, pas pour vous dire que c'est bien Microsoft, mais c'est que ça fait qu'on a des plugins qui sont là, on a le langage qui est supporté quasiment en natif avec quelques plugins qui viennent de Microsoft. Donc, on installe Visual Studio, on installe Python sur son PC, on télécharge quelques plugins. Donc, on va retrouver les plugins Python qui doivent être, si je connais bien mon alphabet, voilà, qui sont ici. On a tout ce qu'il faut pour développer en open source. Ça marche très bien. Quelques plugins aussi qui sont installés pour s'interfacer avec GitHub, avec Git, parce que forcément, comme il y avait un projet Git au début, on l'importe et on peut faire comme dans n'importe quel langage. Et des paquets aussi, des packages qui permettent d'utiliser Jupyter Notebook. On va l'appeler Jupyter ou Notebook. Jupyter, c'est le nom de la librairie. Notebook, c'est l'élément qu'on va avoir derrière. Ce que je vous ai vendu tout à l'heure comme pourquoi quand je scroll,
ça réduit la luminosité. Alors là, il y a des choses. On ne va pas se poser de questions. Donc, Python, c'est un langage de programmation, c'est du script, ça s'exécute de haut en bas, grosso modo, sauf quand on met des boucles et des fonctions, etc. Et là, en fait, dans le cadre d'un notebook Jupyter, on va regrouper les bouts de code dans des blocs. Donc, je vais avoir ici, j'ai un notebook qui est très simple, j'ai que 2 blocs. J'ai un premier bloc et un deuxième bloc. Qu'est-ce que va nous permettre Jupyter? Il va nous permettre, le notebook, il va nous permettre, par exemple, d'exécuter ce bloc-là. Et une fois que je l'ai exécuté, je ne vais plus jamais l'exécuter. Qu'est-ce qu'il fait, ce bloc-là? Très rapidement, il charge un CSV, il convertit des chaînes de caractères en date. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le format de date dans le CSV, il est standard, il doit être ISO, je ne sais pas combien truc. Je dis juste ça, c'est une colonne date, il me la transforme en date. Je n'ai pas besoin de lui fournir le format, comment c'est de l'UTC, c'est quoi mon fuseau horaire, etc. Donc l'avantage, l'intérêt de faire du standard. Donc, une fois que j'ai exécuté ça, grosso modo, ça a fait quoi? Ça a chargé mon fichier CSV dans un objet. J'ai plus besoin de l'exécuter. Donc, je vais pouvoir exécuter un bloc de code autant de fois que je veux. J'ai mes variables qui vont être persistées. Ça va permettre très simplement de faire de l'exploration. Parce que, premier truc que je vais faire, j'ai chargé un truc que j'ai mis dans le domaine. Premier truc que je vais faire, je vais l'afficher. Donc, on va l'afficher. Par défaut, il va m'afficher les premières lignes. On peut se balader dedans ou trouver que c'est trop de lignes parce que mon écran il n'est pas assez grand, j'ai pas l'habitude de les développer sur un. Ah, ils sont où les trucs là-dessus? Je développe dans le noir et j'ai pas un clavier rétroéclairé. Donc, premier truc qu'on va faire, on va regarder notre fichier. On va regarder de quelle manière il est constitué. Donc là, j'ai un tableau avec les valeurs. Donc, on va avoir des noms de gestionnaires, des noms de bénéficiaires, des statuts, etc. Si je veux afficher qu'une seule colonne, j'affiche qu'une seule colonne. Sélectionner là. Protective. Voilà, on peut afficher qu'une seule colonne, on peut afficher tout ce qu'on veut si on veut faire des dénombrements. Voilà, on a accès à toutes les libres. Tout ce qui est derrière Panda. Et ça, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de recharger. On est un peu comme si on était dans un terminal, en fait. Mais un terminal où on peut faire des blocs, où on peut faire des fonctions, où on peut faire tout ce qu'on veut. Et pas besoin de tout exécuter. Ici, l'intérêt, il est faible. Parce que vous voyez, le fichier CSV, je le charge en moins d'une seconde. Donc, je pourrais l'avoir exécuté tout le temps. C'est pas grave. Quand vous travaillez sur des fichiers qui font plusieurs centaines de mégaoctets, par exemple, pour ne pas le citer, tous les factures des clients Phonis depuis les 8 dernières années. Donc, il y a des factures tous les 2 mois. Il y a 120 ou 80 000 clients Phonis. Quand vous chargez ça en volume, ça vous fait plusieurs centaines de mégaoctets de brut. Ça prend 2-3 minutes à charger. Ça évite d'avoir à le charger à chaque fois. Donc, c'est très rapide pour faire de l'exploration de données, pour transformer les données, je peux les transformer, etc. Une fois que j'ai eu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des sorties graphiques avec la librairie Matplotlib, qui est la librairie la plus utilisée en termes de graphique, pour extraire certaines données. Alors, vous allez voir que c'est la plus utilisée dans le cadre de la data science, dans le cadre de tout ce qui est scientifique autour de Python. C'est certainement pas la plus jolie. Je suis sûr que vous allez me trouver des dizaines de librairies plus jolies qui font du CSS en web, etc. Mais si vous avez l'habitude de lire des papiers qui sont publiés dans les revues scientifiques, c'est exactement ça qui est utilisé dans tous les papiers. Vous regardez des choses sur le génome, sur de la biologie, sur du machine learning et tout ça. Ils utilisent cette librairie parce que c'est facile pour faire de la restitution et on n'a pas besoin de joli, on a juste besoin de comprendre les chiffres et ce qu'ils veulent dire. Donc j'ai fait quelques restitutions, un dénombrement par exemple sur le nombre de jours d'expiration. On a une colonne avec quand est-ce que ça va expirer, donc le nombre de jours avant expiration. On peut regrouper, faire un histogramme. Ça, c'est fait en une seule ligne. Hein. Elle est ici, nombre de jours avant l'expiration. On peut choisir son nombre de billes, il n'y a pas de problème. L'année de création, c'est pareil. C'est un histogramme. On peut afficher les 20 gestionnaires. Donc, on est sur les noms de domaine. Les noms de domaine, ils sont au bénéfice de certaines sociétés, mais certains passent par des gestionnaires pour gérer leur nom de domaine. Là, on va regrouper par les 10 premiers gestionnaires
les plus importants. Donc, on voit que c'est Lagoon, MLS et Camel. Après, on a les autres. Les sociétés bénéficiaires, pareil, on peut regrouper. Donc là, c'est des regroupements qui sont relativement simples parce qu'on regroupe sur une colonne. Après, on a aussi une autre information qui est, par exemple, le DNS. Donc, le DNS, je vous rappelle, on va aller regarder le fichier CSV, on va se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Un DNS, c'est représenté comme ça. Donc, on a du info, du mégalith, donc, l'avantage, c'est que comme on est dans du Python, on a accès à tous les outils Python et notamment aux regex. Je ne sais pas s'il y a des ayatollahs, des regex. C'est pratique, hein, en pas grand-chose, on arrive à découper une URL et à présenter juste la fin ou le milieu de l'URL ou ce qu'on veut. Donc, voilà, il n'y a pas... Là, ça reste que quelque chose qui est, on va dire, très superficiel, parce qu'on n'a pas été dans... Enfin, les données sont relativement simples, c'est un fichier au format CSV qui est relativement standard, donc il n'y a pas de complexité à parser, il n'y a pas énormément de transformations, à part de changer une chaîne de caractères en date, et il n'y a pas énormément d'intelligence dans le code derrière, hein. On appelle la fonction toDateTime et on lui fournit même pas le format, on n'a même pas besoin de s'embêter au format. Mais ça a l'intérêt, en une demi-heure, de pouvoir voilà, afficher quelques données. On pourrait, si on voulait, explorer d'autres données. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie d'explorer comme données? Je vous rappelle que dans notre fichier d'entrée, on a à des endroits une date d'expiration et un nombre de jours avant l'expiration. Donc, ce jour d'expiration, croyez-moi, il peut être négatif. C'est-à-dire que l'expiration est déjà passée. On ne l'a pas ici, mais on n'a pas encore des irréels, mais il peut être négatif. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller regarder dans mon tableau domaine tous ceux qui sont négatifs. Donc, je vais chercher mon domaine. Et je vais faire un filtre rapide dessus. C'était quoi mon truc? C'est quoi le nom de ma colonne? Parce que, par contre, non, c'était nombre de jours. Bien essayé. NB, avec en majuscule, il y a des... Putain, je vois rien sur mon clavier. Non, mais attends, je vais aller faire ce que j'ai l'habitude de faire, date expiration, et puis voilà, quoi. Hop, ça forcément, ça ne marche pas, donc je mets ma date d'expiration négative, ça est 0, et ça va me afficher directement sur un tableau. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais non, c'est pas date d'expiration, c'est NB, effectivement. Pourquoi j'ai dit non tout à l'heure quand on m'a dit que c'était... Voilà. Je sais pas pourquoi l'autocomplete ne marche pas. Non. Et donc, rapidement, on peut avoir ceux qui sont... Ah oui, ça change la... Et on peut afficher les colonnes qu'on veut. Donc, si on veut uniquement afficher le nom et on avait dit le gestionnaire et peut-être la date d'expiration. Voilà. On a rapidement ceux qui sont expirés. On peut aussi, si on veut s'amuser, reprendre ça et se dire, moi, métier, j'aimerais bien savoir les domaines qui vont expirer bientôt et être capable de les avertir qu'ils vont expirer. Pour ça, on va compléter un petit peu. C'est quoi un domaine qui va expirer bientôt? Non, 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 en termes de date, je veux une règle de gestion. Une semaine. Un mois, ça. Date d'expiration. Non, mais c'est quoi? C'est une semaine, c'est un mois, c'est une semaine, j'ai entendu là-bas. Bon, allez, hop. De toute façon, hein, pour la complexité de la règle. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai oublié. Alors, je vois rien du tout de ce que je fais, mais à l'écran non plus, hein, je vous rassure. Ouais. On peut imaginer tout un tas de rapports. On pourrait imaginer faire des agrégations
sur des choses ou pas. Voilà grosso modo ce qu'on peut faire. C'est très puissant. C'est sûr que quand tu fais une ligne de code, tu arrives à avoir ça. Et moi, la question que je me pose, c'est comment c'est la syntaxe qu'il faut utiliser. Parce que tu vois, par exemple, tu fais je veux tout, si tu reviens sur ce que On fera les questions après, mais oui, je la par retiens. exemple, si tu veux, ceux qui sont expirés, tu as fait un test inférieur à 0. En fait, tu as mis objet, colonne, et inférieur à 0. Et ça, cette syntaxe-là, pour moi, enfin, je veux dire, elle n'est pas. C'est clair que quand tu la lis, c'est très intuitif. Mais savoir que tu dois construire, c'est pas vraiment une requête, mais ta sélection de cette manière-là. C'est un des avantages de Python, c'est que le Python se veut lisible. C'est-à-dire que le code qui est produit est relativement lisible. Après, ça ne veut pas dire qu'il est facile à développer. Voilà. Là, ça, c'est un booléen. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Python et sur Panda, mais ça, c'est un objet Panda, c'est ce qu'on appelle un data frame. Donc, grosso modo, c'est un tableau. Voilà, c'est un tableau. Mais c'est un tableau. Donc, il va avoir des index et il va avoir des colonnes. Et donc, là, dans le crochet, c'est la manière de Python d'appeler un tableau, un index de tableau ou un élément d'un dictionnaire. Donc, une map, ou je ne sais plus comment ça s'appelle en Java, enfin un dictionnaire, un truc qui mappe quelque chose vers quelque chose. Et là, en fait, à l'intérieur, on va lui fournir une expression booléenne, donc quelque chose qui va retourner vrai ou faux, pour les index. Donc, si l'index il est vrai, je l'affiche. Si l'index il est faux, je ne l'affiche pas. Et donc, en dessous, je fais une expression booléenne. Donc, mon expression booléenne, elle me dit, je prends le tableau, pour l'index en cours, je prends cette valeur-là. Si elle est plus grande de 0, je dis oui. Et si elle est plus petite que ça, je dis oui. Donc, je retourne que les colonnes. Ce booléen va être vrai quand c'est entre 0 et 7. Et donc, ça va m'afficher que ces lignes-là. Et là, ici, je vais lui dire, tu vas m'afficher ces colonnes-là. Et donc, je vais lui mettre la liste des colonnes. C'est autant du Python que la librairie Panda. C'est comme ça que fonctionne la librairie Panda. C'est des réflexes qu'on acquiert en utilisant la librairie Panda. Pas forcément avec le Python. Et après, c'est comme le SQL, c'est comme n'importe quel langage, on s'y habitue. De toute façon, là où on se plante, c'est dans la logique booléenne, où pour vouloir faire un ou, il faut mettre des noms partout, etc. Les problématiques restent toujours les mêmes. La logique derrière, elle est toujours la même. Il faut réussir à faire la logique. C'est vrai, c'est très lisible, mais ça demande quand même une certaine expérience de Python. Oui. Bon, comme dans le stack, oui, le Kibana, c'est pareil, il y a Rocket Kibana. Explorer, Elasticsearch. Après, si tu as un petit dictionnaire d'exemple, tu fais du copier-coller. Ça marche bien. Alors là, j'arrive pas à avoir mon copilote qui marche. Mais Copilot, il marche super bien sur ce genre de trucs. Donc dans 7 jours, il ne marchera plus parce que je suis en démo, mais ça marche très bien. Il ne faut pas lui faire confiance aveuglément parce que parfois, il vous propose des trucs qui ne sont pas ce qu'on veut, mais ça marche très bien. Après, c'est une syntaxe. C'est une syntaxe qui se lit bien, mais comme toute syntaxe, il faut la connaître. Et au début, elle a ses particularités. Donc d'un point de vue exploration de données, qu'est-ce qu'on... Je vais faire ma souris. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Donc là, j'ai mis tout un tas de questions. Je n'ai pas passé plus de 2 heures à faire de l'exploration de données dessus, enfin plus d'une demi-heure et 2 heures pour ce qu'on va voir après. Mais on pourrait imaginer, est-ce que les domaines gérés par un gestionnaire de domaine particulier expirent plus tôt? Ou quel est le gestionnaire qui a le plus de domaines qui expirent dans les 2 semaines? Est-ce qu'il y a un point commun entre les domaines qui sont expirés? On pourrait imaginer faire du machine learning, donc faire du clustering, faire du regroupement, de la segmentation avec les données qu'on a. Est-ce que je peux regrouper les domaines par gestionnaire, par DNS, par extension de DNS, par quand est-ce qu'il expire? Donc voilà, on pourrait mettre ces données-là dans des algorithmes de regroupement, de classification, de segmentation, pour voir si on peut sortir des patterns derrière et les regrouper si on voulait les gérer comme je sais pas, ceux qui sont gérés d'une telle manière ou d'une autre. Par exemple, la première question, là, en fait, c'était une question pour dire si je fais gérer mon domaine, vers qui tout me tourne, quel est le meilleur gestionnaire avec lequel j'ai le moins de risques. Mais la classification pourrait te sortir ça. Enfin, donc on pourrait aller là-dedans. Après, là, le but, c'était vraiment de faire une exploration rapide de données, de voir ce qu'on pouvait sortir. Et s'il y a des besoins, on pourrait aller plus loin demain.
Par la suite, j'ai voulu montrer deux autres choses, qui sont comment partager ou utiliser ce code. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est Google Colab. Il y en a qui connaissent ici Google Colab. Alors, Google Colab, c'est une plateforme de Google, comme c'est dans le titre, collaborative, mais surtout qui permet de faire tourner des notebooks Jupyter. Ça tombe bien, j'ai fait un notebook Jupyter sur leur cloud de manière gratuite. Et de manière gratuite, c'est plutôt bien. Surtout que quand on voit l'environnement qui nous est fourni, par défaut, on a 12 Go de RAM, on a 100 Go de disque, mais ça, c'est pas trop le point intéressant. Et on a un Core i5, grosso modo, ça pédale aussi vite que mon PC quand je fais tourner des choses dessus. Mais l'avantage, c'est que ça fait pédaler les machines de Google et pas la mienne. Et moi, pendant ce temps-là, je peux faire mon boulot à côté. Ça permet aussi de partager du code. Et je vais vous faire la démo en live. Alors, je l'avais déjà chargé pour que ça s'ouvre dans Chrome, parce qu'il faut quand même avoir un petit compte Google. Donc, on retrouve exactement le même que ce que j'avais. Ça, en fait, il est tout simplement extrait depuis le GitHub. Ce n'est pas un lien vers mon fichier, c'est un lien vers le fichier GitHub. Donc, si la branche main est mise à jour, on aura la dernière version qui sera là. En fait, ton domaine CSV, là, il est dans ton GitHub, dans ton repo GitHub. Ça a été trop rapide. C'est l'étape d'après. L'inconvénient de Google Colab en version gratuite, c'est qu'il ne charge que le notebook, que le code. Il ne charge pas les données qui sont à côté sur le GitHub. Prendre la version payante. Ou alors, il faut, à chaque fois qu'on le ouvre, venir ici. Voilà, donc ça, c'est mes fichiers qui sont locaux au Google Colab, que je trouve là, que je le mette là. Hop, ça, c'est mes fichiers locaux. Voilà. C'est nul, les petits écrans. Et là, je peux le déplacer ici, il va le charger. Il me dit bien que dès que l'environnement sera déchargé, je vais perdre mon fichier. Encore une fois, on est sur la version gratuite. Là, il y a des trucs qui sont pas idéaux. Si on était sur une version payante, on pourrait avoir quelque chose qui est stocké. Vous pouvez aussi faire des liens vers votre Google Drive, par exemple. Et donc, moi, je l'ai utilisé, personnellement, je l'ai utilisé dans le cadre de machine learning qui prenait énormément de temps. Je n'avais pas envie que ça fasse ramer mon PC pendant 4 heures. Ça faisait ramer la plateforme de Google pendant 4 heures, et au bout de 4 heures, ça faisait un fichier de sortie que ça stockait sur mon drive. Par contre, à chaque fois que je le charge, je suis obligé de cliquer sur une pop-up, sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas complètement automatisé. Il faut bien qu'il se fasse de l'argent derrière. Et après, ça vous permet d'exécuter directement. Alors, il y a deux choses, c'est que vous pouvez l'exécuter de partout. Vous pouvez l'exécuter à partir d'une tablette, ça marche. Bon, après, la tablette pour développer, c'est pas top, mais ça vous permet d'avoir les restitutions. Ça vous permet aussi de profiter d'un environnement qui marche directement, parce que ce que je vous ai caché un petit peu depuis tout à l'heure, c'est que tout marche miraculeusement, mais si vous n'avez pas installé Python sur votre machine, ça ne va pas marcher. Si vous n'avez pas installé les différentes librairies qui sont nécessaires, ça ne va pas marcher. Là, miraculeusement, il a déjà toutes les librairies, parce que c'est des librairies standards. Donc, quelqu'un qui n'est pas sur son PC, quelqu'un qui n'a pas pas son environnement de développement, ou qui n'a pas envie de monter un environnement de développement juste pour ça, voilà, ça marche directement. Et ça ne marche pas qu'en statique. Du coup, il faut chercher les dernières versions de chaque en fait, chaque module Python, ou tu le spécifies. Alors, tu peux lui spécifier, dans le code de Jupyter, en fait, tu peux faire du code Python. On va le voir après. Tu peux aussi faire d'autres choses. Tu peux faire notamment du README, du Markdown. On va le voir juste après. Mais tu peux aussi donner des instructions ligne de commande pour dire installe-moi ce package, etc. Ça marche sur Google Colab si tu as besoin d'un package particulier. Là, mes trucs qui sont ultra génériques, je m'en fiche de la version de MATLAB, de Matplotlib ou de Panda, ou je m'en fiche des versions qui sont installées derrière. Et c'est éditable. Si je veux afficher, comme je vous le faisais tout à l'heure, voilà, ça marche exactement pareil, sauf que c'est sur mon PC, sauf que c'est exécuté à distance. Voilà. Donc ça, c'est un truc gratuit qui permet de partager. C'est bien quand on a des choses gratuites. Mais ça reste accessible majoritairement à des techniciens. On a du code dans tous les sens.
Bon, après, juste faire attention aux données que tu donnes à manger à Google, quoi. Voilà, on est d'accord. Ça, c'était la version Google Colab. Hop, ça, on va le fermer. Ah, je ne vais pas le fermer si après là-dessus. L'autre chose, alors que là, tout à l'heure, quand on me demandait si je connaissais, je suis revenu on arrive dans la présentation, je vais vous revenir. C'était là. Donc voilà, parfait pour du partage ou lancer des calculs relativement longs, sachant que quand vous prenez la version payante, vous avez accès à plus de serveurs, plus de CPU, plus de RAM, etc. L'autre chose que j'ai testé, et ça que je ne connaissais pas avant de faire ce petit POC, c'est qu'à un moment, je me suis dit, et si je veux le partager à quelqu'un qui ne comprend rien au code, et si je lui montre du code, il va faire des bonds dans tous les sens parce que c'est horrible, je ne comprends pas, je ne veux pas cliquer sur un bouton. Moi, je ne suis pas développeur, je ne veux pas comprendre. J'ai cherché ce qui se faisait, je suis tombé sur une librairie qui s'appelle Mercury, donc mjar Mercury. Et grosso modo, pour l'utiliser quand on a un notebook, voilà ce qu'il faut faire. Il faut l'installer. Donc, c'est le petit code que je vous montre là. Pip install mjar Mercury. Ça installe la librairie. Et il faut l'exécuter. Alors, je suis sous Windows, donc un petit exécutable. Watch. Je lui donne mon notebook à surveiller. Et ça va marcher tout seul. Tout seul, il y a quand même 6 à 10 lignes de configuration à rentrer. Donc, ça, maintenant, je vais vous le montrer comment on fait. Alors, je vous l'ai préparé parce que si je vous le faisais en live, surtout dans le noir, on en a pour 10 ans. Donc, hop, on charge la branche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour être complètement transparent? J'ai fait ça. Alors, ça, c'est moche quand c'est comme ça. Donc, c'est on dit comment? YAML, du YAML, où je viens configurer l'application qui correspond à mon notebook. Donc, je lui donne un titre, je lui donne un auteur, je lui donne une description. Je lui dis que, et là, j'ai pris ça à parti pris, je cache le code, parce que je n'ai pas envie de montrer le code. Show prompt, j'ai mis comme dans le tutoriel, je ne me suis pas posé de questions. J'ai mis une app et je vous ai fait un exemple de paramètre qui ne sert à rien dans ce cas-là, mais qui permet de montrer qu'on peut interagir quand même au niveau de l'utilisateur. Modifier le fichier, vous allez voir. Donc j'ai mis du README, j'ai mis du Markdown à l'intérieur pour expliquer à mon métier ce que je fais et ce qui va sortir. Une fois que j'ai fait cette configuration, il faut que j'ai un terminal et que je lance. Il s'appelle comment mon truc? Explore. Voilà. Que je lance ça. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça va me lancer un serveur Django, pour ceux qui connaissent. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, derrière, ça utilise Django. Ça va me servir lancer un serveur Django, donc qui va me permettre d'avoir une interface web. Donc là, qui est locale à mon PC. Hop, je vais dessus. Ça s'affiche sur mon autre écran. Et directement, j'ai une interface web qui me permet d'avoir exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Ça, on ne voit pas à distance. Si, j'avais partagé mon écran. Non, on voit que votre fenêtre. Si, c'est rouge autour. Ah, Si. Ou alors, depuis tout à l'heure, on ne voit rien et ils ne se plaignent pas. Donc, l'intérêt d'avoir mis du Markdown, c'est que ça permet d'expliquer, de faire des liens. Là, on voit que j'ai affiché les 3 premières lignes. J'ai raffiché des stats. Les graphiques tout à l'heure, c'est les mêmes ici. Bon, ils sont légèrement retravaillés parce que j'ai fait quelques petites améliorations, mais ils sont ici. Ce que je vous disais tout à l'heure, les domaines avec expiration dans la semaine, voilà, ça nous permet de mettre ça. On peut mettre des images, on peut mettre et les domaines expirés. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous montrer le niveau d'interaction qu'on pouvait avoir, même si ici il est relativement faible. Là, j'ai mis une variable numérique qui me donne le nombre de premiers gestionnaires et de premières sociétés bénéficiaires que je veux afficher. Est-ce que je vais en afficher 10? Est-ce que je vais en afficher 15? Est-ce que je vais en afficher 20? Je vais en afficher 15. Je lance. Ça va me recalculer tout mon notebook. Donc, depuis le début, ça va me recharger mon CSV, ça va me recharger les images, etc. Et ça va me l'afficher. Allez. Je fais des mots. Effet Cloris 5. Pourquoi il ne veut pas? Il veut. Voilà. Et donc là, on se rend compte que si vous me croyez, il y en a qu'un à la place de 10.
Ici, l'intérêt, il est faible, mais par exemple, si on voulait afficher une carte avec des clients sur un pays ou des choses comme ça, eh ben, on pourrait sélectionner le pays. On fait une drop-down avec la liste des pays à sélectionner. Si on veut que la personne puisse nous fournir un CSV, il n'y a pas de problème. On peut faire dans les paramètres un fichier, un chargement de fichier, et la personne vient nous charger de la dernière version du CSV sur le domaine. Et ça permet d'avoir quelque chose qui pourrait être intégré à de l'intégration continue, parce que derrière, c'est juste une commande à lancer. Donc, à chaque fois que je fais une nouvelle version de mon notebook, bah, je pourrais très bien avoir ça qui est lancé, et donc le partager facilement avec des non-techniciens. La dernière fois, ça n'avait pas marché, on va le tester, et puis ce sera le dernier truc. Vous pouvez aussi le télécharger en PDF ou en HTML, si vous voulez l'envoyer ou si vous voulez le partager à des personnes qui n'auraient pas accès à tout ça. Donc ça marche plutôt pas mal. Voilà, ça vous le capture. Et on arrive à la fin de la présentation. Donc si vous avez des questions, peut-être qu'on va rallumer la lumière. Que je vois. Mais si vous avez des questions, si vous voulez qu'on regarde des choses sur le fichier, ou on a 20 minutes pour ça.